Bonsoir, Bonsoir. bienvenue à cet épisode de Storytime, période pendant laquelle vous allez nous dire exactement qui vous êtes. Parce qu'on se rend compte des choses exceptionnelles que vous faites en ligne et on aimerait bien savoir qui vous êtes. Donc, on va commencer sans plus tarder par la présentation. Vous nous dites qui vous êtes et dans cette présentation, ce que vous faites aussi. D'accord. Moi, déjà, c'est Kessel Jomo. Je suis ingénieur en bâtiment. Je ne veux pas dire ingénieur pour des raisons qu'on va découvrir tout au long de cette vidéo. Et je suis aussi technicien en bâtiment spécialisé beaucoup plus dans le carrelage et aussi dans d'autres secteurs dont je ne veux pas entrer en profondeur. J'ai fait mes études à Marois, à Siantou, mais j'obtiens mon diplôme d'ingénieur à Marois, Polytechnique de Marois. Et au cours de cela, je découvre le métier pratique du génie civil parce que, étant dans l'autre cursus, j'ai beaucoup plus appris la théorie. Et quand j'entre dans la pratique, c'est là où je me spécialise dans le carrelage parce que mon paternel était un très bon carreleur et derrière son métier, je l'admirais beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, vous avez déjà une entreprise, à ce que je sache. Oui, oui, j'ai une entreprise nommée Building Troxal. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la généralité du génie civil, à savoir la construction, gros œuvres et aussi les finitions. Parce que nous avons constaté, pendant que nous travaillons beaucoup plus dans les finitions, étant carreleur à la base, on avait des difficultés à allier efficacité, esthétique et économie. Parce qu'on se rendait compte que les techniciens qui étaient dans le gros œuvre, c'est-à-dire les maçons, n'étaient pas assez fins dans leurs travaux. Ce qui venait à faire en sorte que nous, lorsqu'on vient faire nos finitions, on se retrouve en train de dépenser plus que ce qui n'est prévu. Parce qu'on veut améliorer d'abord le gros œuvre, qui est comme le squelette du bâtiment, avant d'y faire les finitions. Donc, en créant l'entreprise Building Troxal, c'était dans l'optique d'aller dans les généralités du bâtiment, à savoir la construction et les finitions. D'accord. Je vais revenir à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Que vous n'êtes pas ingénieur, vous êtes ingénieur. Pourquoi cette différenciation-là? Bon, la différenciation est due à mon parcours parce que, ayant fait deux écoles, deux instituts qui sont censés former dans l'ingénierie du bâtiment, je me suis rendu compte que l'essentiel n'était pas uniquement dans la théorie. Parce qu'il est bien vrai, la théorie est importante parce que ça nous permet de connaître les bases de plusieurs éléments dans le génie civil. Mais la pratique est aussi importante parce qu'en pratiquant, on se rend compte que les bases qu'on a apprises dans les écoles sont limitées. Mais la plupart de mes collègues ingénieurs en bâtiment ne se limitent que sur ces bases pour pouvoir réaliser. Voilà pourquoi vous allez constater dans nos villes, si un bâtiment n'est pas carré, c'est rectangle. Tout simplement parce que les ingénieurs formés dans les instituts professionnels utilisent les bases qu'ils ont apprises pour pouvoir implanter dans la société. Alors que dans d'autres pays, on se sert de ces bases pour innover dans le génie civil. On ne va pas dire qu'au Cameroun, on construit comme en Chine. On ne va pas dire qu'au Cameroun, on construit comme en France. C'est simplement parce qu'avec le temps, ils ont innové dans le mode de construction en s'appuyant sur les bases pour pouvoir créer d'autres perspectives dans la construction. Voilà pourquoi je me qualifie d'ingénieur, parce que je suis dans l'optique d'utiliser aussi ces bases pour pouvoir innover et apporter des solutions concrètes dans la société, en ce qui concerne mon secteur d'activité, Qui est le génie civil? qui est le génie civil. Mais monsieur Ndjoumou, dites-nous, est-ce que depuis que vous êtes né, ou alors pendant tout votre parcours, votre premier rêve était celui d'être ingénieur, un ingénieur qui souhaite apprendre, utiliser des bases pour pouvoir révolutionner le domaine de l'ingénierie, surtout du bâtiment en Afrique? Non. Mon premier rêve, ça c'est une très belle question parce que ça me... J'ai de la nostalgie quand j'y pense. C'était de devenir un footballeur professionnel. J'avais des ambitions acharnées dans ce domaine-là. Je rêvais de devenir comme Samuel Eto'o, qui était mon idole et qui l'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais ayant subi beaucoup d'influences, j'ai décidé de changer de métier. Parce que je me suis rendu compte que j'avais de l'admiration pour un personnage assez important dans la vie de tout enfant. C'était mon père. Et derrière ce qu'il faisait, je me suis rendu compte que, en fait, je
le football n'était qu'une envie. Mais le métier du génie civil était plus qu'un rêve. C'est ça qui m'a permis de me recadrer dans le secteur de la construction. D'accord. Moi, je sais une chose, c'est que passer d'un point à un autre point, surtout dans la vie d'un être humain, ça ne se fait pas souvent de manière très, très docile. Il y a toujours des situations qui viennent vous faire comprendre que ici, ce n'est pas votre voie. Votre voie, c'est plutôt là. Et très souvent, c'est très brutal. Est-ce que la transition s'est faite de manière douce ou brutale? Si oui, quels sont les événements qui se sont passés, qui ont fait en ce que M. Njomo se dise, ok, à partir d'aujourd'hui, je laisse le football pour me concentrer uniquement au génie civil? La transition a été très douloureuse, telle une femme qui accouche. Très très douloureuse dans le sens où il fallait briser mes premiers rêves ou alors mes premières envies et choisir un autre rêve et les réincarner dans mon ADN, s'il faut dire. L'une des choses qui ont influencé mes choix, c'est le caractère difficile de mon papa, qui était un homme extrêmement fort, physiquement, intellectuellement, même dans ses ambitions. Et lui, il avait pour ambition de faire en sorte que son fils réussisse là où il n'a pas réussi. D'où commence le combat. Face à un enfant qui a ses rêves, qui a eu un ADN de son parent qui était fort et déterminé dans ses choix. De l'autre côté, on avait un parent très fort, plus fort que le fils, et aussi déterminé dans ses choix. Sauf que cette fois, les choix étaient divergents. Et la détermination a un truc d'assez particulier, c'est que le problème n'est pas la peur d'abandonner, mais la peur d'être jugé par soi lorsqu'on abandonne. Et cette détermination a fait en sorte que je ne puisse pas accepter que quelqu'un me dise d'arrêter de faire ce que je fais pour faire ce qu'il veut que je fasse. C'est en ce moment que, comme j'ai dit au départ, le combat commence. Parce que mon père était tellement fort, impulsif, qu'à chaque fois où je ne faisais pas ce qu'il voulait, c'était les coups de poing. Oui, c'était les coups de poing. Parce que un papa qui veut voir son enfant réussir ne se concentre uniquement sur la réussite de son enfant. Il ne se concentre pas sur certains détails qui peuvent faire en sorte qu'il perde définitivement l'enfant. Comme le fait de comprendre ce que je voulais faire. Essayer de me manager moralement pour que je change de choix. Mais c'était beaucoup plus sur le plan physique. C'est le problème qu'on avait beaucoup de nos parents de l'époque. Parce qu'ils se disent que peut-être c'est avec la chicotte que l'enfant va comprendre. Et moi, j'ai tellement subi la chicotte, la bastonnade, le corps à corps. À un moment donné, j'ai compris que bon, je suis habitué à ce type de douleur. Je veux seulement foncer encore plus. Jusqu'à ce que certains événements se produisent et ces événements ont carrément changé ma façon de voir les choses. Et ceci, c'était grâce à mon père. Parce que bon, on peut dire oui, c'était quelqu'un de violent, mais quelque part, on n'a pas de parent qui déteste son enfant. Ça n'existe pas. Du moins, je n'ai pas encore vu. Mais je sais qu'un papa, une maman aime son enfant et veut le bien de cet enfant. Mais pour comprendre ça, il a fallu que je traverse tellement de périples avec mon papa. Ça me permet même de vous raconter une petite histoire. Une fois, j'étais en classe de 4e et j'étais tellement turbulent parce que j'étais dans ma phase pubère. Je laisse mon livre en classe, dans les casiers de l'école. Je rentre à la maison et mon papa avait horreur de savoir qu'il y a un de mes effets qui manque. Il me demande où est ton livre. Je dis j'ai oublié en classe. Il est 21h30, il me demande d'aller chercher à l'école. Je dis mais c'est pas moi qui ouvre le portail de l'école. Il y a un gardien, il ne peut pas le trouver à l'heure-ci. Il dit rentre avec le livre là. Il m'a tellement mis la pression que ça m'énervait déjà, mais de subir toujours les paroles, de faire toujours ce qu'il dit.
À un moment, il parlait je veux dire ça, sous l'effet de l'impulsion. Je lance la main. Quand je lance la main, je veux montrer que je suis nerveux. Je m'avance vers la porte. En sortant, je pousse la porte pour claquer fort. À un moment, quand je pousse la porte, je n'entends pas le bruit du claquement. Quand je me tourne, je vois un homme qui a mis la main, qui était torse nu. Il me regardait droit dans les yeux. C'est d'où commence la course. J'ai couru dans tout le quartier, mon père était derrière, qui devait m'arrêter pour me montrer qu'on ne manque pas de respect à son parent. À l'époque, là, j'étais footballeur. Il était déjà un peu fatigué. J'allais tellement vite au point où lui, il était déterminé à m'arrêter et me corriger pour que je ne refasse plus jamais ça de toute ma vie. Il n'a pas pu. Au point de tomber et se blesser. Ça, c'est l'une des expériences qui m'a montré. À un moment, sur le coup de l'action, je me disais, mais il veut me tuer. Sous le coup de l'action, je me disais, non, ce papa va finir avec moi s'il m'attrape. Et heureusement, s'il m'attrapait, peut-être je ne serais pas ici. Parce que je connais la force physique qu'il avait. Et même par erreur, il m'aurait cassé une côte. Mais ça m'a tellement marqué et c'est l'un des événements qui m'a beaucoup fait penser à qui je suis et à qui je veux être. Parce que lorsque vous faites face à un parent aussi violent, vous avez deux choix. Soit vous faites ce qu'il dit, soit vous vous séparez définitivement de lui. Et je me suis séparé de mon père parce que j'étais déterminé à faire ce que je voulais faire de ma vie. Jusqu'à ce que je rencontre encore un autre événement, qui est ma maman. C'était une femme, je ne veux pas dire pauvre, parce que pauvre, c'est quand on n'a pas à manger. Mais c'était une femme modeste, qui avait 3 enfants à sa charge, y compris moi qui venais s'ajouter. Et ma maman étant infirmière, ne gagnait pas beaucoup d'argent et comptait beaucoup plus sur son mari et moi qui grandissais. Parce qu'elle savait que si demain je deviens quelqu'un, je pourrais prendre soin d'elle et prendre soin de mes petits frères facilement. Mais quand j'arrive, je viens avec la mentalité d'un combattant, d'un rageux, de celui-là qui vient faire ce qu'il veut faire, sans réfléchir si ce qu'il veut faire est réellement ce qui est bon pour lui. Parce qu'à un moment donné, je me rendais compte que je copiais. Je faisais des choses par envie d'impressionner, alors qu'au fond, ce n'est pas réellement ce que je voulais. Jusqu'à ce qu'un événement se produise dans la maison où ma maman vivait. C'était une maison vraiment crasseuse. Elle appartenait à un bailleur. Je décide d'arranger la maison parce que pour moi, je ne supportais pas que ma maman vive dans ce genre de milieu et elle payait chaque mois. Et lorsqu'elle le fait, lorsque je décide d'arranger la maison, je ne travaillais pas encore. J'étais manœuvre dans des chantiers. J'étais manœuvre de certains carreleurs. J'ai été manœuvre de certains maçons. Quelque part, ça m'a aussi permis d'acquérir certaines connaissances. Mais au départ, je voulais l'argent, comme beaucoup de jeunes d'entre nous. Je voulais uniquement gagner l'argent pour aller faire ce qui était dans ma tête. Quand je gagne assez d'argent, je m'en vais, j'arrange la maison de ma maman. Le lendemain, le bailleur monte, il venait faire sa patrouille, il constate que la maison a changé et la maison est devenue plus belle. Il décide d'augmenter le loyer. C'est à ce moment, exactement à ce moment, où ma maman n'avait pas où aller, où ma maman devait faire plus d'efforts pour pouvoir payer le prochain loyer. C'est à ce moment que je comprends que mon rêve n'est même pas de devenir footballeur. Mon rêve était de voir ma maman souriante. À ce moment-là, comment est-ce que je devais faire pour la rendre souriante, étant donné que j'ai voulu améliorer ses conditions et puis ça s'est plutôt empiré. Donc, on va dire plutôt votre objectif à ce moment-là, c'était de rendre votre maman joyeuse. Et donc, dans l'accomplissement de cet objectif ou alors la réalisation de cet objectif-là, vous vous êtes rendu compte que vous avez une passion innée, si on va dire ça comme ça, pour le génie civil. Vous avez dit beaucoup de choses. J'aimerais qu'on fasse quelques feedbacks dans tout ce que vous avez dit. On va commencer par
la situation avec votre papa. Vous avez dit beaucoup de choses sur votre papa, sur votre maman. Et lorsque vous parlez, on a l'impression qu'ils ne vivent pas ensemble. Ça veut dire qu'ils se sont séparés ou alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, mes parents m'ont eu très jeune. Maman avait 14 ans, mon père avait 20 ans. Et mon arrivée était un boom dans leur vie. Naturellement, ils se sont séparés. Naturellement, parce que d'un côté maternel, les parents de ma maman, qui sont mes grands-parents, voyaient ça comme une abomination pour une fille si jeune d'avoir un enfant. Et accusaient à tort mon père en le traitant de violeur et de tout autre mot. Lui étant surpris par les difficultés qui émanaient de cette action causée par lui, d'avoir mis au monde un enfant, il décide de tout abandonner pour aller se chercher, pour pouvoir prendre soin de moi et de laver son image Aux yeux de ses aux yeux, beaux-parents. voilà, aux yeux Si de on ses va dire parents. ça comme ça. C'est ça. Et il prend donc son côté, sans base, il n'avait que son génie, et ma maman continue ses études. Je grandis beaucoup plus du côté de mes parents, du côté maternel. Et plus tard, environ 10 ans, voire 13 ans, mon père revient et décide de me prendre sous son aile. Mais là, il revient prendre quelqu'un qu'il ne connaît pas. Parce que ayant fait 13 ans du côté maternel, j'ai accumulé tellement d'informations, j'ai eu une autre éducation. Et lorsqu'il vient me prendre quand j'avais mes 13 ans, il ne sait pas réellement qui j'étais. C'est ça qui fait en sorte que ce qu'il m'imposait ne convergeait pas vers ce que je m'imposais. Et c'était devenu un rapport de force entre père et fils. C'était devenu tellement violent, au point où j'ai failli perdre ma vie plusieurs fois entre les mains de mon père. Pas parce qu'il voulait me tuer, mais parce qu'il voulait tellement m'imposer sa vision, sa façon de voir la vie, l'éducation qu'il voulait pour ses enfants, pour moi, au point où il ne mesurait pas l'intensité de ses actions. Et donc, comment le premier contact s'est fait entre vous? Est-ce que pendant toute la période, pendant les 13 ans où vous avez vécu avec votre maman, il vous rendait constamment visite ou alors c'était contact coupé? Vous ne connaissiez même pas votre père? Oui, oui, c'était un contact coupé jusqu'à un moment où il annonçait son retour. Ok. De temps en temps, il venait me rendre visite. Et je me souviens une fois, je pense que j'avais 11 ans ou 12 ans, il est venu me rendre visite. Il a trouvé ma maman avec son homme. Je suis persuadé qu'à ce moment-là, parce que je suis sûr que lorsqu'il venait, c'était pour récupérer son fils et la mère. Mais je suis persuadé qu'à ce moment, il change de vision directe. Au point où il décide de vouloir me prendre chaque vacances pour essayer de créer encore le lien. Mais quand j'arrive dans son univers, c'est autre chose. Au départ, j'étais enthousiaste d'avoir revu mon père, mais au milieu des vacances, je voulais rentrer. Parce que ça n'allait pas, ça ne donnait pas. Le contact n'était pas bon. Je ne savais pas réellement qui il était. Et son contexte était différent du contexte dans lequel j'ai grandi pendant pratiquement 11 ans. 13 ans, vous voulez dire? Ou 11 ans? 11 ans. Ah, ok. 11 ans. Parce que c'est à 13 ans que je décide d'aller vivre définitivement avec mon père. Lui aussi qui s'est remarié avec une très bonne femme. Qui m'a aussi passé une éducation qui m'aide jusqu'aujourd'hui, mais ce fut une longue histoire quand même avec elle. Sinon, l'histoire, je veux dire, l'ensemble des événements que j'ai vécus qui ont impacté ma vie et qui ont fait de moi qui je suis, ce sont des vécus avec mon père. Et donc, comment votre père faisait donc pour vous inculquer ou alors pour vous imposer cette vision-là? J'estime que c'est une vision dans le génie civil. Il voulait que vous soyez aussi technicien ou alors il avait autre chose, mais toujours d'autres projets pour vous, mais toujours dans le génie civil. Quelle était la vision dont il souhaitait vraiment vous imposer au point où ça créait
un conflit entre vous? La vision que mon père a toujours cherché à m'imposer, est résumée dans un seul mot, la responsabilité. Mon père voulait que je sois un garçon responsable parce que, étant son premier fils, je devais forcément prendre le relais un jour. Et lui, il était le parent parfait, irréprochable, qui met l'œil sur son enfant, qui nourrit ses enfants, qui leur donne de l'éducation. Il était très parfait à ce point. Mais de mon côté, il essayait d'imposer cette responsabilité très tôt. Et j'étais jeune. Je ne pouvais pas, je ne reconnaissais pas encore la valeur de la responsabilité. Et j'étais tellement perturbé, tellement agité. Je n'étais pas cadré. Et lui, il essayait donc de me cadrer, mais avec la force. Vous savez, quand un parent utilise beaucoup la force, l'enfant finit par se rebeller. Parce qu'il ne voit plus la peur de recevoir un coup de poing, sachant qu'il aura mal 1, 2, 3 jours, ça va finir. Mais l'une des douleurs qui m'ont beaucoup marqué, ce sont les douleurs psychologiques, à travers les paroles de mon père. Parce que quand il me disait, si tu continues comme ça, tu ne seras rien. Tu seras un voleur. Tu ne vas rien faire de ta vie. Tu es un bandit. Tu es malhonnête. Tu es ceci, tu es cela. Ça n'allait pas avec ce que j'étais. Ce que je sais que j'étais au fond. Et ce que je voulais. Parce qu'à un moment donné, mon père, comme je vous ai dit, il était technicien en bâtiment. Un très bon carreleur. Mais pour moi, j'avais toujours cette perception du métier de carreleur comme un métier qui était destiné à quelqu'un qui a raté sa vie. Et pour moi, je voyais son métier comme une source de souffrance. Ce qui fait en sorte que moi, mon objectif était de devenir quelqu'un de grand pour retirer mon père de la galère. Mais lui, il ne voyait pas ça comme ça. Il voyait en moi un enfant délinquant qui ne veut pas écouter ses parents. Et ça a entraîné beaucoup de bouleversements dans ma vie. Parce que, étant chez lui, ayant des petits frères, lorsqu'il me disait ne fais pas ça, et que je fais, ça donnait l'impression que je n'écoute pas ce que mon père dit. Et ça pouvait pousser mes petits frères à faire pareil. Alors la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de m'éloigner de l'environnement. Pour montrer à la fois à mes petits frères que si quelqu'un fait l'erreur, il va subir la même chose que moi. Et pour me montrer qu'il est le patron, soit je fais ce qu'il dit, soit je fous le camp. J'ai foutu le camp à maintes reprises. La première fois, c'était en quelle année? La première fois, je pense, c'était en 2012. 2012. À cette époque-là, vous aviez quel âge? À cette époque, j'avais pratiquement 14 ans. C'est-à-dire 1 an après votre... 1 an après notre rencontre. C'était tôt, hein? Très tôt. C'était assez turbulent parce que je ne voulais pas fréquenter à ce moment-là. Comme je vous ai dit, mon rêve était de devenir un footballeur. Et j'avais pour idole Samuel Eto'o. Et il y avait une histoire de Samuel Eto'o qui tournait tout dans mes oreilles, c'est qu'il n'a que le BPC. Il n'a pas trop fréquenté, il n'a pas. Je me disais que mais si Samuel Eto'o n'a pas fréquenté, il est Samuel Eto'o. Pourquoi moi je veux continuer l'école? Mieux me concentrer sur le ballon, il devient fort. Et ça ne donnait pas. Donc quand on me disait pas à l'école, moi je ne partais pas. J'avais toujours mon maillot et ma godasse dans le sac. Je partais faire autre chose. Et mon père a souvent eu un sixième sens de savoir qu'à cette heure-ci, le gars n'est pas à l'école. Il apparaissait souvent à l'école comme ça. On lui dit que je ne suis pas là. Il m'attend à la maison. Bastonnade sur bastonnade. Il me gronde, il me parle. Il a joué au foot, ça n'a pas donné. Si moi je veux me lancer dedans, ça ne va pas donner. Que je me concentre à l'école. C'est l'école qui... Et il parlait en tapant. Donc moi, j'étais plutôt concentré sur la douleur, mais pas sur ce qu'il disait. Mon problème, c'est qu'il arrête de me taper. Et à un moment donné, j'ai décidé donc de continuer à jouer mon ballon. Parce qu'avec la brutalité que je subissais, je me disais que bon, de toutes les façons, il va me taper, ça va passer. Ça me rend encore même plus fort pour pouvoir affronter les adversaires plus coriaces au stade. Lui ne supportait pas ça. Il m'a d'abord chassé pour la première fois. Il m'a dit, va voir ta mère, va rester là-bas. C'était pour moi une libération. Je savais que du côté de ma mère, ayant eu l'éducation que j'ai eue avec des femmes, je me disais que bon, moi, je veux jouer mon ballon ici en paix, personne ne va me parler. Arrivé là-bas, je joue mon ballon, ça ne donne pas toujours. Lui, étant parent et sachant réellement ce qu'il veut pour moi, il revenait toujours me chercher à chaque fois.
parce qu'il avait espoir que, bon, je suis jeune, je peux comprendre. Mais il voulait me donner ce raisonnement très tôt. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre. La deuxième fois, par exemple, c'est lorsque j'ai mon BPC. Parce que je n'aimais pas l'école, je ne partais même pas beaucoup à l'école, et je revenais souvent avec des mauvaises moyennes, parce que je ne composais pas. Ce n'est pas que je composais, j'avais des mauvaises, mais je ne composais pas. Et une fois, vu le nombre de fois, le nombre de moyennes que je venais avec à la maison, il comprenait que le gars ne peut pas passer le BPC. Il ne peut pas passer, il va échouer. Et s'il échoue, moi je l'abandonne. Parce qu'il ne peut pas payer l'école à un enfant, il ne part pas. Quand il dit ça, il annonce un peu autour de lui que je ne pars pas à l'école. Et tout le monde attendait le BPC de moi. Au moment où les gens ont commencé à ne plus croire en moi, c'est exactement à ce moment que j'ai décidé de passer le BPC. Mais avant de penser à passer le BPC, un événement magnifique s'est produit. J'ai failli mourir entre les mains de mon père. Parce que j'étais assez turbulent, comme je disais. Et en dehors du football, je pratiquais une activité un peu falouche. J'étais un danseur de coupé décalé. J'étais un Chinois. Donc j'appartenais aux fans de DJ Arafat. Donc je décide un jour de prendre la carte mémoire de sa femme qui était ma mère, ma deuxième mère, s'il faut dire ça ainsi, et d'aller à l'extérieur, mettre les nouveaux sons du coupé décalé qui venaient de sortir, aller et revenir à la maison, m'entraîner de temps en temps pour pouvoir montrer qui j'étais. Le Zapata, comme appelé à l'époque. Et un événement s'est suivi du jour où j'ai pris la clé de la carte mémoire. Je suis allé à l'extérieur, la carte mémoire s'est cassée. Je décide donc de venir remettre la carte mémoire étant cassée dans le woofer. Mais la maman constate que la carte mémoire s'est cassée. Elle prétend plutôt que j'ai changé. Donc j'ai pris ce qui était dedans, j'ai vendu et j'ai mis un mauvais. Elle dit qu'elle va dire à mon père. En ce moment, je comprends que c'est fini pour moi. Parce que je connais comment il est impulsif. Et il n'aimait pas le vol. Quand elle dit ça, je lui supplie. Pardon. Je vais acheter une autre carte et je vais te rembourser. Laisse comme ça. Il dit que non, il ne laisse pas. Le père rentre à 23h. J'étais déjà glacé. Je ne sentais plus mes orteils. Quand il apprend ça, il cherche avec quoi me taper. Il tombe sur une machette. Il commence à me bastonner avec la machette. J'étais agité au sol parce que ça faisait mal. Et au moment où sa colère ne faisait que monter, je me rends compte que la machette a changé de face. Ce n'était plus plat, c'était comme ça. Et ça venait directement sur mon cou. J'étais au sol. C'est à ce moment que je mets la main gauche pour frapper la machette et ça me coupe la main. C'était à moins une semaine du BPC que j'ai eu ce malaise. Il était 1h. On a cherché les hôpitaux ouverts. On est arrivé dans une clinique là au quartier, les gens dormaient. Je perdais le sang grave. On toque, les gens dorment. Jusqu'à ils ont dit qu'on dort. On entre dans la voiture, on repart, on cherche jusqu'à on arrive dans une clinique qui avait ouvert, mais le médecin n'était pas là. J'étais là, j'étais en train de perdre du sang. Je voulais même dormir, mais il disait ne dors pas parce que si je dormais, ça veut dire que je pouvais entrer dans un coma. Les médecins peuvent comprendre de quoi je parle. Et lorsqu'on parvient à court de ma blessure, on demande à mon père qui a fait ça. Il dit c'est lui. Sans avoir peur. Sans avoir peur. On lui demande pourquoi. Il dit que laissez comme ça. Et à ce moment, j'ai compris deux choses. Lorsqu'il dit c'est lui, c'est une façon de me montrer que il va tout faire pour mettre ce qu'il veut de moi dans ma tête. Et lorsqu'on lui demande pourquoi, il dit laissez comme ça, parce qu'il ne veut pas entrer dedans, parce que pour lui, ça ne valait pas la peine pour un petit truc, pour une carte mémoire, de prendre la matière sur son enfant. Bon, là, je comprends qu'il prend conscience du fait qu'il aime pas aller trop fort. Je me ressaisis, bien que j'avais la haine en moi, je me ressaisis et je décide de mettre ma tête dans les cahiers pour pouvoir lui montrer que si je veux, je fais. Si je ne veux pas, je ne fais pas. Ça devenait un peu comme une sorte de concurrence entre mon papa et moi.
Et je passe le BPC. Quand je passe le BPC, le résultat sort, on constate que j'ai passé. Je sors fêter avec les amis. Le lendemain, ils me chassent de la maison. Ils me renvoient au village où je fais seconde. Et quand je fais seconde, je constate que ma mère a encore accouché un troisième enfant et je n'étais pas au courant. Je ne parviens pas à supporter la vie du village, s'il faut dire ça ainsi, parce que c'était difficile. Le changement de mentalité était trop rapide. Et l'année qui suivait, je remonte sur Douala avec ma maman. Donc, je m'en vais revivre avec ma maman. Et puis, je fais première, j'échoue le probatoire parce que je ne voulais même plus fréquenter. En fait, je n'avais pas trop l'idée de l'école dans la tête. C'était toujours le football. C'était toujours le football. Malgré la main qui était, c'était toujours le football. C'était toujours le football. Jusqu'à ce que je fais donc le constat que j'ai fait étant chez ma maman. Après combien d'années? Après avoir eu le bac? Après avoir eu le bac. Non, c'était encore en première. Toujours en première? Toujours en première, quand je fais le constat avec ma maman. Et je comprends donc qu'en fait, ce que je veux faire est inné. C'est le bâtiment. Après avoir réalisé ce que vous avez eu à réaliser? Après avoir réalisé ce que j'ai eu à réaliser, oui. Je constate que c'est le bâtiment qu'il faut. C'est le bâtiment en fait qui est inné en moi. Parce que je suis issu des techniciens, du côté paternel. Et à ce moment, je décide de mettre ma tête à l'école. Ayant échoué le probatoire, je passe l'année d'après le probatoire, je passe l'année d'après le bac. Je retourne chez mon père pour entrer dans le génie civil et être avec lui. Je fais Scientou. Je prends la filière génie civil à Scientou où j'obtiens un BTS. Et après le BTS, les événements ont poursuivi. La concurrence avec mon père est encore venue, étant plus fort. Comment ça? Parce qu'à ce moment, pour moi, j'avais fait mes preuves. En montrant que si je veux fréquenter, je vais fréquenter. J'ai eu le probatoire et le bac successivement, avec de très bonnes moyennes. Donc, tu dois négocier avec moi. Okay. Ne m'impose plus rien. Et à ce moment, ça c'est ce que je me disais dans la tête. Et à ce moment, donc, c'était toujours une sorte de concurrence entre mon père et moi. Alors là, j'arrête tout. J'arrête tout jusqu'à ce que je prends l'argent de ma pension et je fais de ça ce que je veux. Parce que pour moi, ça ne servait plus à rien. Parce que lui, il veut toujours m'imposer ces choses. Je veux donc lui montrer que non, on ne m'impose pas. Je prends donc l'argent, je fais de ça ce que je veux. Et après, il constate, il décide de ne plus jamais payer mon école. Et il me met dehors. Et quand il me met dehors, il ne me renvoie pas chez ma mère, il ne me renvoie nulle part. Il me met simplement dehors, j'étais à la rue. Je n'avais aucune compétence. Je n'avais rien. Je n'avais que ma connaissance niveau BTS. Je décide donc de me lancer dans la vie active sans avoir une compétence pratique. C'est là où j'essaye plusieurs domaines du génie civil. Parce qu'en fait, c'était inné pour moi d'apprendre rapidement de ce métier-là. Et puis j'ai un ami qui vient me dire, ils sont en train de rechercher un peintre. Il vient me voir, il me demande si je ne connais pas un peintre. Je lui dis que mais je suis un peintre, ça fait 6 ans que je mets la peinture. Comment tu cherches un peintre alors qu'il est devant toi? On m'amène donc dans le chantier, je fais un devis en l'air, sans aucune base. On achète le matériel. Je fais appel à un ami qui avait un peu... Bon, qui me faisait comprendre qu'il est peintre aussi. Il jouait à votre jeu? Oui, il joue aussi avec moi. N'est-ce pas? À 3 heures au chantier, on décide de partir essayer. Il faut qu'on essaye, on fasse une chambre pour que ça montre à la femme là qu'on est fort et qu'on veut travailler. La chambre était la catastrophe. On a fini pratiquement 2 seaux d'enduit dans une chambre de 10 mètres carrés. Parce qu'on ne connaissait pas le dosage, comment appliquer, tout le reste. Et quand la fille de la femme vient donc pour prendre des photos et envoyer à sa maman, sur la photo, le travail est bien fait. Mais on ne savait donc pas que la maman avait son frère qui était peintre, qui est venu faire son devis. Son devis était cher. Elle a donc décidé de ne pas le prendre et d'appeler d'autres personnes. Quand nous sommes venus, parce que nous étions ces autres personnes, travailler, elle a vu que, mais voilà les gars qui font bien et c'est moins cher.
Elle a donc voulu appeler son cousin que viens voir, j'ai trouvé des gens qui font bien et moins cher. Quand il arrive étant professionnel, il constate on a fait du gâchis. Il explique à sa sœur comment on a fait du gâchis. Et à ce moment, on me cherchait. Parce que quand j'ai constaté qu'il est professionnel, et que comme il vient là, c'est pour me dire que bon, ici c'est mal fait, ici c'est mal fait, rembourser, j'ai fui. Et quand je fuis, je n'abandonne pas. Parce que c'est là où je développe encore plus de connaissances. Je dis, bon, moi, je vais faire le métier ici. Je m'en vais voir des personnes qui sont très compétentes dans la peinture. J'apprends un peu d'eux. Je gagne un autre chantier. Je fais encore l'erreur. Je fuis encore. Je m'en vais encore apprendre. Je viens jusqu'à ce que j'ai réussi. Et j'ai commencé à vivre de la peinture. J'ai une question avant que vous ne continuiez. Oui. Est-ce que votre père mettait de la peinture, était peintre aussi? Non. Il n'était pas peintre. À ce moment, je ne savais pas que j'étais un peu carreleur. Donc, la première opportunité qui s'est présentée, c'était la peinture. Je me lance donc dans la peinture et puis je m'y mets. Et puis j'apprends, je connais, je maîtrise la peinture. En gâtant le matériel. En gâtant le matériel et en fuyant les gens là. Bon, quand j'entre dans le marché de la peinture, jusqu'à ce que je me fais un peu une renommée, les marchés de peinture s'arrêtaient. Je ne gagnais plus de marché. Je ne pouvais pas chômer. Il fallait donc que je me présente encore, je porte encore une autre cassette, je me présente encore d'un autre titre par rapport à ce qui venait devant moi. Jusqu'au jour où on cherche un carreleur. Je dis, mais attends, mon père est carreleur, je suis carreleur, c'est dans le sang. On m'appelle donc, on me met sur un chantier. Oh, c'est pas possible. J'ai fait fort. C'est-à-dire, je déposais les carreaux, je ne posais pas les carreaux. J'ai gaspillé le matériel d'un client de pratiquement 500 000 à 600 000 francs. Lorsqu'il est venu, parce qu'il était en Europe, lorsqu'il est venu, il a vu. Il m'a regardé. Il m'a donné 20 000 quelque part. Parce qu'il ne savait pas comment faire. Je ne peux pas le rembourser, déjà. J'étais très jeune. Mais il voyait en moi quelqu'un qui voulait travailler. Je n'avais que 21 ans. Il voyait en moi quelqu'un qui voulait travailler. Et quand il me voit, il ne pouvait pas donc continuer à perdre son matériel sur ma tête. Il me donne 20 000, il dit pas. Quand je pars, je ne laisse pas. Je fais le même processus que j'ai fait avec la peinture. Je cherche encore notre chantier de carrelage, j'accepte. Et j'essaie de m'améliorer. Au moins, avec le carrelage, l'amélioration est venue seule. Et sans appui. Parce que j'avais tellement vu mon père mettre les carreaux que je n'étais pas juste concentré quand je travaillais. Et quand j'ai mis la concentration, ça venait. Je commençais à découvrir certains éléments très importants dans le carrelage que beaucoup de personnes ignorent. Voilà pourquoi j'ai dit une fois que l'expérience ne s'acquiert pas dans le temps, mais dans la recherche du détail. Parce que plus je m'appliquais, plus je cherchais à être perfectionniste, je découvrais certaines choses que d'autres découvrent après peut-être 4 ans dans le carrelage. C'est ça qui a fait en sorte que je m'attache à ce métier. Mais j'ai envie de dire que vous travaillez avec votre père pendant la période où vous avez eu le bac, vous êtes allé à Sciento. Vous avez travaillé avec votre père. Oui. Ça veut dire que vous voyez comment il mettait les carreaux. Oui. Et vous mettiez aussi les carreaux à cette époque-là. Non. J'observais juste. Il ne permettait pas. Donc votre travail était d'aller au chantier, Laver le le voir matériel. travailler, laver le matériel et rentrer. C'était tout. Je pouvais encore faire quelque chose, c'était de bourrer les joints. Donc de remplir les vides qu'il y a entre les carreaux là. Oui, au trop. C'était la seule chose que je faisais encore. Ça veut dire que lorsque vous avez pris votre chantier, bourrer les carreaux, c'était... C'était un jeu. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait que vous avez vu votre père travailler, la responsabilité qu'il mettait dans le travail qu'il accordait, ou alors la responsabilité qu'il mettait dans chacun de ses travaux, est-ce que vous ne pensez pas que le voir travailler a influencé votre manière de travailler lorsque vous avez pris, par exemple, le deuxième chantier de carreaux? Effectivement, il avait un capital, ce qui faisait en sorte que beaucoup de clients s'attachaient à lui. C'était son honnêteté, son intégrité, son efficacité et son efficience. Tout ce que j'ai observé de mon père, c'était même plus les carreaux qu'il mettait, mais c'était sa façon d'être. Parce que lorsqu'il prend un chantier, c'est comme si c'était sa maison. S'il achète le matériel et que ça reste, il dit à son client que le matériel est resté. Ça peut aider à faire telle chose, ça peut aider à faire autre chose. Par contre, les techniciens avec qui je travaillais, que je manœuvrais pour avoir un peu d'argent,
Eux, quand le matériel restait, ils cachaient. Ils portent, ils mettent dans le sable. À 1 heure, 2 heures, ils viennent chercher, ils rentrent avec. Et cette différence-là m'a montré qu'en fait, le capital d'un technicien, ce sont ces vertus que j'ai citées là. Et ce sont ces vertus que j'ai essayé de pratiquer lorsque je me suis amélioré dans le carrelage et que je commençais à gagner mes propres chantiers. C'est ça qui m'a créé une petite renommée dans le carrelage. Et à cette époque, vous étiez dans la même ville que votre papa? Oui, Quelle ville? Yaoundé. Et il n'a pas entendu parler de vous? Il a forcément entendu parler de moi lorsque j'ai créé une page Facebook, lorsque j'ai commencé à publier mes œuvres. Et comment s'est fait la rencontre? Effectivement, c'est dans ces œuvres, vu que ce qui me motivait, étant donné que j'ai été chassé à maintes reprises par mon père et que j'étais turbulent à cette époque, j'étais entouré de voyous, de Chinois, de danseurs de coupé décalé. Et je pouvais bien prendre leur chemin, devenir aussi un autre voyou, très intelligent même en plus. Mais ce qui me motivait à rester, à ne pas perdre le nord, c'était la volonté de montrer à mon papa que je n'étais pas ce qu'il pensait. C'est juste que je ne voulais pas faire ce qu'il demandait. Parce que pour lui, comme je ne veux pas faire ce qu'il demande, c'est que je suis voyou. Bon, moi, je voulais donc lui montrer que je ne suis pas voyou, c'est juste que je ne voulais pas faire ce que tu demandais. Jusqu'à ce que je prenne conscience que, en fait, c'est ce que je suis même. Ce que tu demandes que je fasse, c'est ce que je suis. Et c'est à ce moment-là que je commence à poster mes œuvres. Pas pour avoir de nouveaux clients, mais pour qu'ils voient ce que je fais. Étant lui-même dans le bâtiment, et il avait appris une autre ampleur dans le bâtiment. Il était devenu un bâtisseur. Je savais que s'il bâtit, je peux venir mettre les carreaux. Et un jour, il tombe donc sur ma publication, il me rappelle. Il me demande de venir. Il me montre un chantier. Il me dit, pose des carreaux dans la chambre aussi. La façon dont j'ai posé les carreaux. J'ai posé les carreaux comme si c'est le paradis. C'est le paradis que j'embellissais. Parce que je voulais lui montrer la finesse que j'avais acquise. Il était ébloui par mon travail. Il décide donc de continuer avec moi. Maintenant, lorsqu'il continue avec moi, je gagne en confiance. Je me dis, bon, je suis compétent. Je peux déjà voler de mes propres ailes en vrai. Parce que j'essayais dans les débuts. Mais avec lui, il m'a montré que non, je suis assez compétent. Et puis quand il m'imposait encore autre chose, automatiquement, je n'écoutais pas. Automatiquement, je n'écoutais pas. Et il avait déjà une certaine perception de moi au point où il me voyait avec un œil et il fermait l'autre. Parce que pour lui, il disait, il est peut-être bon, mais je sais que c'est un voyou. Il fait semblant. Il fait semblant. Il fait semblant d'être bon. Oui, il fait semblant d'être bon. C'est un voyou au fond. Et étant jeune, un jeune qui touche un peu d'argent, je me laissais un peu aller. Ce qui faisait que je commettais un peu d'erreurs. Et il s'appuyait sur ces erreurs pour consolider le fait que je suis un voleur. Et à ce moment, quand je vois le combat que j'ai mené, les risques que j'ai pris pour pouvoir acquérir une compétence et lui montrer que je ne suis pas ce qu'il pense, avec le temps, il n'a jamais changé. Il dit toujours que je suis un voleur. Je décide donc de le laisser là où il est et de partir faire mes choses. Et comment cette fois-là, la séparation s'est passée? La séparation était lors d'un travail qu'il m'a confié. Parce qu'ayant fait des études d'ingénierie, il gagne un chantier de construction à Yaoundé. Il me demande de travailler, de superviser. Je fais le plan, je fais le calcul, je lance les travaux, mais je travaille avec ces techniciens. Ces techniciens, je ne connais pas leur mentalité. Je ne savais pas exactement ce qu'ils voyaient ou bien ce qu'ils voulaient. Mais il y a eu un malentendu entre nous, où ils m'ont demandé, où je pensais qu'ils m'ont demandé de garder leur argent parce qu'on était en brousse et c'est moi qui leur payais. De garder leur argent, de leur donner ce qu'ils vont vivre avec, donc ce qui va leur permettre de se nourrir en brousse. Et lorsque le chantier finit, je décaisse exactement ce que je leur dois. Mais en fait, eux, ils partaient plutôt se plaindre chez le papa que je ne leur paye pas. Qu'ils travaillent, mais je ne leur paye pas. Et lui n'a pas compris que c'est un malentendu. Ce n'est pas que je ne leur paye pas. C'est que je pensais qu'ils m'ont demandé de garder leur argent. Et maintenant, lui, ça consolide toujours le fait qu'il disait que c'est un voleur. Je vous avais dit non, c'est un bandit. J'ai même deux chantiers là pour le tester. Je savais qu'il allait faire ce genre d'erreur. C'est un voleur. Et quand il commence à mettre encore ce genre d'idée dans ma tête, je me décourage. Je le lâche. Je pars. Je m'éloigne de lui.
Ça veut dire le chantier s'arrête. Le chantier s'arrête. J'envoie l'argent des gars. Je ne sais pas comment ils ont fait pour finir le chantier entre-temps, mais je savais que je n'étais plus là. Ils vous appellent, vous ne répondez plus. Ils ne m'appelaient même pas. Et cette séparation était pour moi une sorte de libération. Pourquoi? Parce que tout ce que j'avais gardé dans le cœur, je lui ai dit. Et il y a une phrase qui est sortie de ma bouche qui l'a marqué. C'est qu'avec toi ou sans toi, je vais m'en sortir. Parce que moi, de mon côté, ma perception des choses, c'était, je voyais l'enfant turbulent que j'étais, qui essayait de faire de bonnes choses pour laver son image devant le père, pour que le père essaye de le prendre avec les mains et de le mettre plus haut. Ça, c'était ma vision. Mais la vision du papa, c'était l'enfant qui fait la concurrence avec son père, au point de dire que avec moi ou sans moi, il va s'en sortir. À ce moment, je le laisse dans son coin, je m'en vais et je me bats encore plus qu'au début. Parce que j'étais persuadé que je n'ai plus personne. Et que vous êtes bon. Et que je suis bon. Il fallait juste que je trouve un moyen de mettre ma compétence au service du public. Et je reviens encore sur l'événement que j'avais avec ma maman où je suis venu trouver qu'elle était dans une maison qui ne valait pas la peine. Je décide d'embellir la maison avec le peu de moyens que j'avais. Et le lendemain, le bailleur vient voir comment la maison est belle. Il décide d'augmenter le loyer. Ma maman se retrouve obligée d'ajouter encore un 20 000 sur le précédent, sur la précédente mensualité. Ce qui n'était pas facile. Au point où elle cherchait à comment sortir de la maison. Et moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est difficile aux gens de vivre dans les maisons décentes? Pourquoi ce qui est bien appartient seulement aux riches alors qu'on peut faire bien avec peu? À ce moment-là, je me base donc sur cette façon de voir que je compile avec mes compétences et je décide de les vendre au public. Ça veut dire que l'expérience de la maison avec la mère était déjà passée. Oui. Mais après la séparation avec le père, où vous lui avez dit toutes ces paroles blessantes, si on va dire ça comme ça, vous faites une remise en question et vous pensez à l'histoire qui s'est passée avec votre maman à l'époque. Oui. Et c'est tout ça donc qui fait en sorte que vous vous dites, bon, aujourd'hui, voici la voie que je vais prendre. Oui. Et quand je prends cette voie, quelque part en moi, c'était toujours pour montrer à mon père que je ne suis pas ce qu'il pense. Ok. Et à ce moment, je travaillais avec acharnement parce que je me disais qu'avec lui, c'est mort. On s'est séparés, on a essayé de travailler ensemble, on a essayé de se remettre ensemble et ça ne donne pas bon. Là, je pense que c'est mort. Je décide donc de créer ma boîte. Je me lance dans l'entrepreneuriat. Avec l'enthousiasme que j'avais, je ne réfléchissais pas. J'étais tellement téméraire. Je lançais des projets, j'engageais des chantiers sans toutefois réfléchir sur certaines modalités. Et le client voyait le jeune talentueux, mais pas mature. Ok. Ce qui fait en sorte que lorsque moi je gagnais un marché, je voulais seulement réaliser. Tout ce qui tournait autour là ne me concernait pas. Je voulais juste réaliser le bâtiment. Et j'ai été frappé plusieurs fois. C'est bizarre de voir un technicien qui dit qu'un client l'a frappé, parce que généralement, c'est l'inverse. Mais j'ai été abusé, j'ai été menacé, j'ai même failli faire la prison. À cause d'un client? À cause d'un client qui a utilisé l'influence pour m'arnaquer, s'il faut dire ça ainsi. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand j'entre dans ma vision, je crée un compte TikTok où je publie du contenu pour édifier les clients et les techniciens à travers toutes les expériences que j'avais traversées. À ce moment, certains clients venaient vers moi via mon TikTok et me donnent donc des marchés. Particulièrement, ce marché, c'était un clé en main d'un plein pied, c'est-à-dire les maisons qui n'ont pas de dalle. Je signe un contrat avec la femme en question. Dans le contrat, elle devait me verser l'argent en 2 tranches, gros œuvre et finition. Mais au cours de l'exécution de son chantier, elle m'a versé l'argent en 5 tranches. Les 5 tranches ne m'ont pas permis de respecter mes délais. Mais je m'en foutais parce que je savais qu'elle veut la même chose que moi, réaliser son bâtiment. Le délai n'était pas assez important pour moi. Donc, je me disais que bon, le fait qu'elle me donne l'argent en 5 tranches, elle-même va comprendre que c'est la façon dont elle me payait qui a influencé mon délai. Donc, je ne m'attardais pas trop à ça. Jusqu'à ce qu'un jour, elle décide de me porter plainte en disant que la maison que j'ai construite ne vaut pas l'argent que j'ai perçu. La cliente? La cliente. Qui n'a pas respecté les échéances de paiement. Me dit que la maison que j'ai construite ne vaut pas l'argent que j'ai perçu. Elle me porte plainte.
Bon, je ne savais même pas qu'elle m'a porté plainte. C'est quand on m'arrête que je sais qu'elle m'a porté plainte. Parce qu'elle avait encore beaucoup d'argent à me verser pour que je puisse finir sa maison. Elle ne me verse pas. Un jour, elle m'appelle. Qu'on m'a pas, elle me dit de venir à la banque chercher l'argent. C'est à la banque qu'on m'arrête. On me menote. Je suis dépassé. Je souris même parce que je sais que j'étais tellement dépassé par les événements. Et elle fait comme si de rien n'était. Comme si elle ne savait pas ce qui se passe. Parce qu'il y avait les gens autour d'elle. Quand j'arrive à la brigade, elle vient. Elle dit, bon, je réclame 6 millions à ce monsieur. Je lui dis, mais vous m'avez donné pratiquement 10 millions. Vous me réclamez 6 millions. Ça veut dire que la maison que j'ai conçue pour vous, ça vaut 4 millions. Vous êtes ingénieur en bâtiment. Comment est-ce que vous basez sur quoi pour avoir ces chiffres? Elle me dit, son cousin est dans le bâtiment et il lui a fait comprendre que la maison que j'ai construite là, ça ne vaut pas ce que j'ai perçu. Voilà pourquoi il dit souvent que les intermédiaires entre clients et prestataires, là, parfois il faut limiter. Parce que son cousin forcément voulait le chantier. Il n'a pas pu. Maintenant, il faut qu'il me sabote pour pouvoir prendre le relais. Cependant, la femme avait ses ambitions. Elle voulait me mettre en prison. Automatiquement. Bon, je fais dans la cellule. Je fais 3 semaines en cellule. Mais est-ce qu'on a contacté le dit cousin? Oui, il était là. Il me regardait droit dans les yeux quand il me demandait de rembourser l'argent. Je dis, bon, moi, j'étais dans mes activités. J'avais lancé plusieurs chantiers en même temps parce que j'étais enthousiaste. Et je devais négocier un autre chantier la semaine d'après. Je ne voulais pas savoir exactement ce que j'ai fait. Parce qu'au fond de moi, je savais que j'ai juste voulu construire la maison de quelqu'un. Et bien faire. La femme en question me réclame un argent qui était beaucoup, que je ne pouvais pas rembourser. L'inspecteur, ayant aussi construit, se rend compte que oui, en fait, le chiffre que tu donnes là est faux. Quand il dit donc ça à la femme décide de diminuer ce qu'elle me demandait. Elle me demande maintenant 3 300 000. Je dis, OK, je vais te rembourser. Parce que je voulais qu'on me libère, je n'ai pas entamé mon chantier et je continue. Je comprenais que bon, j'ai perdu ici, ce que je veux gagner devant. Mais je ne savais pas qu'en acceptant rembourser, j'empirais la situation. Quand j'accepte de rembourser, elle demande que je ne sorte pas. Qu'on me laisse encore en cellule. Je lui dis, mais je vais faire comment pour te rembourser si je suis en cellule? L'argent est dehors, c'est dans les chantiers, il faut que je travaille pour avoir ça. Mais est-ce qu'avant cette situation-là, vous aviez un problème particulier avec cette cliente? Personnellement, je ne pense pas que j'avais un problème particulier avec elle. À moins que la scène qui s'est produite pour elle a été un problème. Il s'agissait de quoi en fait? Elle m'a donné la responsabilité de faire un forage. Elle m'a donné l'argent pour faire ce forage. J'ai fait appel aux foreurs. Ils ont donc décidé de venir avec des machines directement pour creuser. Mais ils ont fait en sorte qu'un géophysicien fasse d'abord l'étude pour déterminer exactement à quel endroit on devait trouver l'eau. Le géophysicien a fait son travail. On a trouvé l'eau. On a trouvé le point où il devrait avoir l'eau. Maintenant, les foreurs ont passé plusieurs jours à creuser le forage, à faire le forage. Ils n'ont pas trouvé d'eau. Généralement, le forage, c'est une journée maximum. Mais ils ont fait 4 jours, 4 nuits. Ils n'ont pas trouvé d'eau. Ils devaient être payés une certaine somme. Mais comme l'eau n'est pas sortie, ils ont quand même déplacé les machines. Ils ont travaillé, ils ont essayé 4 jours successifs. Il fallait quand même les payer. J'ai donc donné 50% aux foreurs et les 50 autres pourcents devaient revenir à ma cliente. Pourquoi? Parce que lorsque l'obstacle n'est pas naturel, est naturel en fait, dans une prestation de service, les deux parties se partagent les pertes, 50-50%. Mais quand je m'avais donc remettre les 50% de ma cliente, elle m'oblige à rembourser la totalité d'argent qu'elle m'a donné. Et là, je rembourse avec mon argent parce que mon objectif, c'était de construire la maison. Pourquoi? Parce que je voulais montrer déjà au public que oui, c'est possible d'avoir une belle maison à un coût abordable. Par ailleurs, je voulais aussi montrer à mon papa que voilà ce que je fais, voilà ce que je suis devenu. Bon, peut-être pour elle, c'était un problème, mais pour moi, j'ai vu ça comme un problème au départ et je me suis débarrassé en donnant ce qu'elle voulait. Bon, peut-être elle a vu cette facilité-là et elle s'est dit, bon, je peux abuser de ce petit. Il est faible, il ne va rien faire. Donc, au commissariat, c'est ce qui s'est aussi passé. À la gendarmerie? À la gendarmerie, voilà. Elle m'a demandé de rester dans la cellule. Elle a demandé à ce qu'on me fasse durer dans la cellule jusqu'à ce que son argent sorte. Moi, je lui fais comprendre que je ne peux pas avoir cet argent. Elle dit, OK, tu vas donc me donner une voiture ou un terrain pour compenser l'argent. Je lui dis que moi, je me bats. Je cherche encore. Je n'ai pas encore la voiture, je n'ai pas le terrain. À cette époque, vous avez quel âge? À cette époque, j'avais 27 ans.
27 ans. Moi, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de terrain. Déjà que même si j'avais, je n'avais pas donné. Je n'ai pas ramassé, j'ai travaillé pour l'avoir. Je décide donc de ne pas donner ce que je n'ai pas, naturellement. Ça devient, ok, il va rester là-bas, vous allez faire de lui ce que vous voulez. J'ai eu à faire user de mes moyens, de mon intelligence pour qu'on me libère, jusqu'à ce qu'on m'a libéré. Et quand mon père a pris l'information de ma situation, il se disait que c'est ce que je mérite. Parce que pour lui, j'étais un voleur. Mais avant que vous n'arriviez à la situation avec votre père, j'ai envie de vous demander, lorsque cette situation arrive, très souvent, on a quand même des personnes qu'on appelle parce que j'estime que cette femme-là, si elle insistait que vous restez en cellule, c'était dans l'espoir que quelqu'un contacte un membre de votre famille, comme par exemple votre père ou votre mère, la contacte pour lui dire « Ok, nous avons votre argent, libérez notre fils. » Mais vous, comment vous avez fait? Ou alors, qui est-ce que vous avez appelé? Parce que j'estime qu'à cette période, les relations avec votre père, c'était pas imaginable que vous contactez votre père pour lui dire « Bon, papa, je me retrouve dans telle situation, j'aimerais que tu m'aides. » Qui donc vous avez appelé? Ou alors vous n'avez appelé personne? En fait, j'ai appelé un parrain et aussi, je ne pouvais pas appeler mon père parce que je connaissais exactement ce qu'il allait penser. Parce que ma situation concordait avec ce qu'il pense de moi. La prison, c'est pour les voleurs. Donc, si je suis en prison, c'est que je suis un voleur. Je décide donc de le mettre à l'écart et de me battre de moi-même. Mais la femme en question savait qu'il n'y a qu'un père qui peut sortir son enfant de cette situation. Et elle a fait des manigances pour avoir le numéro de mon père et a contacté mon père, lui faisant croire que c'est moi qui a donné le contact pour qu'on appelle mon père. À ce moment-là, j'étais à 2 semaines en cellule. Mais si j'ai encore fait 1 semaine, c'est à cause des paroles de mon père qui m'a traité de voleur, d'arnaqueur devant cette femme. Et il a pris l'exemple du chantier dont je vous ai parlé, où on s'est séparés, pour dire, bon, voilà ce qu'on avait essayé. Il a aussi fait ça là-bas. À ce moment-là, l'inspecteur, ma cliente, le commandant de brigade, même le procureur avait pris connaissance de ces voices. Il avait jugé que si un père parle comme ça de son enfant, ça veut dire que l'enfant est à jeter. C'est un voyou. Il faut qu'on finisse avec le dossier vite. Moi, de mon côté, j'étais scandalisé. J'étais dépassé. Mais je savais au fond de moi qu'il y a un truc qui empêche mon père de me sortir de là. Parce que je connais que mon père veut me montrer qu'il est mon père et qu'on n'a pas 2 pères sur cette terre. Donc, pour moi, la seule façon de me montrer cela, c'est de dire, bon, j'étais sorti de cette situation, je suis ton père. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux faire ça. Ça, c'était ma façon de voir les choses, mais pas de m'enfoncer. Donc, à ce moment, j'étais perplexe, je ne savais pas comment réfléchir. Et quand j'ai donc compris que, bon, le fait est fait, je l'ai encore mis de côté comme d'habitude. C'est là où je revenais toujours à la phrase que je lui avais dit, avec toi ou sans toi, je vais m'en sortir. Parce que quand je viens vers toi, ou bien quand j'ai besoin que tu m'aides, tu n'es pas là. Qu'est-ce que je fais? Je sombre? Non. Il y a d'autres personnes qui comptent sur moi. Je suis obligé de me battre. Ce n'était pas pour lui montrer que je fais la concurrence avec lui, mais pour lui montrer que je veux réussir. J'ai fait une erreur. Oui, mais je veux réussir. Ce n'est pas comme si c'est ce que je voulais de moi-même. Quand l'information passe donc aux oreilles du procureur, on décide donc de finir avec mon dossier, de m'envoyer directement en prison. C'est en ce moment que je me bats avec l'énergie du désespoir jusqu'à ce que je sorte de prison. Je sors de la cellule en fait. Après avoir passé 3 semaines. Après avoir passé 3 semaines. Je ne compte pas le fait que pendant ces 3 semaines, j'avais des chantiers en cours. Et mon absence a aussi mis dans la tête de certains clients que j'ai fui avec l'argent. Et quand je sors, un autre problème me rencontre, où mon téléphone était même sur écoute, où on me suivait. On connaissait que j'étais dans un autre problème, dans un autre village, qui concernait toujours l'arnaque. Donc j'avais 2 dossiers sur ma tête qui m'accusaient de ce que je ne suis pas. Et à ce moment, je me disais, mais ce qui m'amène là-bas, c'est parce que je veux bien faire. C'est parce que je veux permettre aux gens d'avoir de belles maisons à des coûts abordables. Mais
si bien faire m'amène là-bas, bon, il faut que je donne forcément une raison pour que quand on m'amène là-bas, ce soit vrai. Mais je ne suis pas malhonnête. Mais comment faire? Aujourd'hui, je suis honnête. Je rate la prison. Demain, peut-être en étant encore honnête avec une autre personne, je vais définitivement faire la prison. Je décide de vouloir me décourager. Je dis, bon, ça va. Je ne peux pas. Peut-être je ne suis pas fait pour ça. Peut-être ce n'est pas pour moi. Peut-être c'est... Je commence à me donner des raisons. Et je me dis, parce que je suis bantou, je suis bamileke, je me dis que peut-être mon père est fâché contre moi et tout ça arrive parce que, bon, c'est la colère d'un parent vis-à-vis de son enfant. Je prends l'initiative d'aller lui demander pardon pour tous les mots que je lui ai dit, pour tout ce que je lui ai fait. Même pour ma présence dans sa vie. Parce que forcément, dès ma naissance, sa vie a basculé. Donc, il fallait absolument que je demande pardon pour ça. Comme le choc était très difficile entre lui et moi, c'était tout le combat. Je ne pouvais pas venir de moi-même. Je lui dis que bon, me voici. Je te demande pardon. Le simple fait de voir ma tête, il devait être en colère à un niveau où je fais appel à une entreprise qui fait dans les prestations de services de surprise. J'explique mon histoire, j'explique. Il décide donc d'aller voir mon parent à ma place, de causer avec lui, d'essayer de le ramener à la maison, à la raison, de lui donner des présents que j'avais achetés. Et si on voyait qu'il était ouvert au pardon, on me faisait venir. Lui ne savait pas que j'étais assorti de cellules. Il savait que là où je suis même là-bas dedans. On m'a coffré. Donc quand il montre l'affection qu'il a pour moi et la déception qu'il a aussi par rapport à la situation que j'ai traversée, il voit son nom être sali. Mais la femme essaie de l'expliquer en fait ce qui s'est réellement passé. Il décide donc de me pardonner. Je monte dans la maison, et je le vois, je demande sincèrement pardon. Et pour la première fois de ma vie, je prends mon père dans mes bras. Après 27 ans. Après 27 ans. C'est à ce moment-là que je prends effectivement conscience de sa présence dans ma vie. Parce que de ce moment jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai un petit couac dans n'importe quel domaine, je l'appelle d'abord. Et ces informations m'orientent mieux. Ça m'évite tellement d'erreurs, tellement de problèmes. C'est à ce moment que je dis, mais il était même où depuis? Pourquoi il ne faisait même pas ça? Voilà, aujourd'hui, ça passe. Et on est du même domaine. Il a plus d'expérience, il est plus mature. Certes, je suis talentueux, mais la maturité qu'il a, je n'ai pas encore ça. Et vis-à-vis de certains clients, ça peut compter. Ça peut réellement compter. À ce moment, je le mets dans tous mes projets. Il est présent pour m'orienter à chaque fois. C'est votre manager. C'est mon manager, merci. C'est exactement le mot. C'est mon manager. Et aujourd'hui, les relations avec votre papa? Très bonne relation. On s'entend parfaitement. On s'appelle de temps en temps. Quand j'ai un petit souci, je l'appelle, il m'oriente. Est-ce qu'après cette situation, vous l'avez encore pris dans vos bras? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Je suis simplement content. Simplement content. Non, je suis très joyeux quand ça arrive. Et puis bon, pour moi, c'est normal. C'est juste que ça m'a tellement manqué. Tellement. Et ce sont des petits détails qui m'ont frustré pendant tout mon parcours jusqu'aujourd'hui. Ce sont ces petits détails-là qui m'ont frustré. Mais aujourd'hui, je pense que la blessure a cicatrisé. Et vous pensez réellement que du côté du papa, ça va? Ça va, ça va. Parce que aujourd'hui, ce que je suis découle de tout ce que j'ai traversé avec lui. Au point où je suis conscient que si je n'avais pas traversé ça, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'en moi, il y a son ADN. Il y a ses gènes, il y a son caractère. Si vous le voyez, vous me voyez, vous allez penser que c'est moi. Tellement on se ressent, même dans la démarche, même dans le ton de la voix, dans tout. Et en ce moment, je comprends qu'en fait, si je ne vivais pas tout ce que j'ai vécu avec lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Le premier merci que j'ai dit à mon père, c'est de m'avoir mis au monde, c'est d'avoir été son fils. Parce qu'il a des compétences, il a un génie que j'ai aussi eu, naturellement. Il a des caractères que j'ai aussi eu. Et ce sont ces caractères qui m'ont permis d'être aussi téméraire dans mes actions et résilient dans tout ce que je faisais. Si je n'avais pas été son père, son fils, pardon, qu'est-ce que je serais devenu? Et aujourd'hui, si lors d'une conversation avec quelqu'un, ou alors un jeune, vous vous rendez compte que ce jeune-là a les mêmes problèmes que vous avez eu durant tout votre parcours, il vous demande des conseils,
qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'on n'a pas deux pères. Et qu'aucun père ne veut le malheur de son fils. Aucun, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc si un père décide de vous donner une information et de vous obliger d'appliquer ses conseils, appliquez-les d'abord. Appliquez-vous, regardez si ça marche. Si ça ne marche pas, faites-lui comprendre que ça ne marche pas. Et réessayez en l'écoutant toujours. Parce que forcément, il a un vécu, il a une expérience, il a un sixième sens. C'est notre Dieu sur terre. Donc, il sait exactement ce qu'il fait. Si lui-même, il décide, bon, ok, fais comme tu veux, là, tu peux faire comme tu veux. Mais tant que vous avez un père qui vous conseille, on ne peut qu'écouter ce qu'il nous dit. On ne peut qu'écouter. Soit essayer de l'amener à nous comprendre, mais pas de faire de la guerre ou la concurrence. Ça ne mène nulle part. Parce que si j'ai traversé toutes les difficultés, quelque part, c'est parce que mon père était déçu de moi. Seulement, l'énergie qui émanait de cette déception me trouvait n'importe où que je suis. Ça me trouvait et ça affectait ma vie négativement aussi. Donc, on n'a pas deux pères, on a un seul père. Et un père ne veut que le bien de son fils ou de sa fille. J'ai maintenant deux questions à vous poser. La première question, c'est de toute cette expérience-là, quelles sont les leçons que vous tirez du côté personnel? Et ensuite, la deuxième, on va prendre le côté professionnel. Parce que c'est une vie, des expériences qui ont influencé des situations ou alors des événements que vous avez eus dans votre vécu personnel qui ont influencé même votre vécu professionnel ou alors votre expérience, votre vie professionnelle. Donc, quelles sont les leçons que vous tirez de ces vécus, de ces événements personnels et quelles sont les leçons que vous tirez de votre expérience professionnelle? La réponse à ces deux questions vont de pair. Parce que sur le plan personnel, les leçons que j'ai acquises sont celles de l'honnêteté. C'est le capital des pauvres. Quand tu es pauvre, sois honnête. C'est ça qui va te rendre riche. L'efficacité. Parce que quand tu es honnête, directement, tu dois être efficace. Parce que étant honnête, ça t'ouvre beaucoup de portes. Avec vous-même. Avec vous-même d'abord. D'abord, savoir que ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. C'est ce qui m'a manqué. Ça, j'ai besoin de quelqu'un. Ça, ici, j'ai besoin de quelqu'un. Ça, c'est la preuve. Il faut être honnête envers soi et être honnête envers les gens. Ensuite, je dirais même la deuxième phase, ou alors la deuxième leçon que j'ai acquise, c'est l'intégrité. Parce que quand tu es honnête envers toi, tu es intègre. Tu sais dire à quelqu'un que je ne peux pas faire ça, ou bien ça n'est pas bien pour vous. Je ne veux pas faire ça parce que vous demandez. Ça, c'est l'intégrité. Ensuite vient l'efficacité. Ça entre là dans le monde professionnel. Parce que étant honnête et intègre, vous avez beaucoup de demandes. Et il faut être efficace pour satisfaire tout le monde. Mais en plus de cette efficacité, il faut avoir l'efficience. Ce qui manque à tout le monde. Du moins la plupart de nos techniciens ou alors de nos entrepreneurs ou de nos ingénieurs. L'efficience. Savoir faire ce qui doit d'abord être fait avant de faire ce qui a lieu d'être fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si par exemple, je veux prendre ce paquet de Njoka et que je veux le consommer, la première chose à faire, puisque l'objectif c'est de le consommer, l'efficacité c'est de l'ouvrir de n'importe quelle façon. Entrer directement dans l'objectif et commencer à voir les chips. Mais l'efficience c'est de savoir qu'il y a un élément, il y a une technique très facile pour détacher, ouvrir l'autre paquet, sortir l'essentiel, qui est les chips. Mais quand tu atteins un autre degré d'efficience, tu te rends compte qu'il y a une lingette pour essuyer les mains. Cette lingette que tu détaches, c'est citronné, ça sent très bon. Vous allez m'excuser, elle avait même faim depuis. Faites-vous plaisir. Ça aussi, c'est être efficient. Ne pas jeter le papier au sol, mettre dans le carton. Savoir qu'il y a un endroit où on tire pour détacher et avoir accès à l'essentiel.
Maintenant, on revient à l'efficacité qui était de prendre la chips et de consommer. Donc, en fait, c'est ça, être efficient dans ce que l'on fait. Et ce sont ces éléments que j'ai acquis après avoir vécu tous ces périples-là. Et aujourd'hui, c'est ma crédibilité, c'est mon capital. C'est ça qui me fait être performant dans ce que je fais et de donner beaucoup, d'apporter beaucoup aux autres dans mon domaine d'activité. Et aujourd'hui, votre vision, après toutes ces expériences, toutes ces leçons et tirées, quelle est la nouvelle vision que vous avez, ou alors quelle est la vision que vous avez pour votre entreprise? La vision que j'ai pour mon entreprise, Building Trust, c'est ça? Building Trust, oui, c'est ça. C'est comme je dis toujours, de démocratiser le logement de qualité et de le rendre accessible à tous. En français facile, c'est de permettre à qui que ce soit de vivre dans des logements décents qui valorisent ne serait-ce que la valeur humaine que l'on est. Parce que tout est parti du constat dans notre société. Lorsque vous louez un appartement, un studio de 40, 60, 70 000, en fait, vous n'êtes pas à l'aise même dans la maison que vous vivez. Parce que quand il pleut, il faut sortir à la raquette pour pousser l'eau pour que ça n'entre pas au salon. Ou alors on a la moisissure qui grimpe partout sur les murs. Alors que avoir quelque chose de bien, bien fait, n'est pas toujours coûteux. Ou alors autant coûteux qu'on le croit. Ou alors autant coûteux qu'on le croit en fait. Ça émane juste de toutes ces valeurs que j'ai citées, de l'honnêteté, de l'efficacité, de l'intégrité et de l'efficience. Parce que si vous prenez une maison que vous êtes en train de construire comme votre propre maison, vous allez faire des choses qui vont aller dans votre sens. Vous allez faire comme si c'est vous qui allez habiter avec vos enfants. Tout part de là. L'autre vision aussi est sur le plan des techniciens. Parce que ayant grandi avec un père qui était carreleur, qui a nourri plus de 10 personnes dans une maison et on ne manquait de rien, je comprends que le carrelage est un métier d'avenir. Le carrelage est un secteur d'activité qui ne va jamais chômer parce qu'on a toujours besoin de ces carreleurs. Tant qu'on construit des maisons, on va toujours mettre les carreaux. On va toujours mettre les carreaux. Mais aujourd'hui, je vois nos techniciens, je peux dire qu'ils n'ont pas de vie. Ils ne savent pas se vendre. Ils ne se valorisent pas. J'ai vu dernièrement un technicien qui mangeait le gâteau avec la cigarette. Un carreleur. Moi, étant carreleur, j'ai nourri ma mère. Étant carreleur, j'ai payé mes études. Étant carreleur, quand mon père était fâché, il m'a abandonné là. Mais j'ai vécu grâce au carrelage. Après avoir essayé la peinture, ça n'a pas donné. Je me suis attaché au carrelage. J'ai vécu avec ça. Donc aujourd'hui, quand je vois un carreleur, un technicien, que ce soit un plombier, un maçon, il ne donne pas envie de faire ce métier alors qu'on a besoin d'eux dans la société. Avec le temps qui passe, on va toujours vouloir construire. Et on n'aura pas toujours de main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'il peut avoir des carreleurs, oui, mais très incompétents, qui gaspillent du matériel comme je l'ai fait dans le départ. Et qui ne veulent pas. Et qui ne veulent pas apprendre, qui sont concentrés uniquement sur le fait de gagner vite l'argent et passer à un autre chantier. Moi, aujourd'hui, je rêve voir des carreleurs qui ont des voitures de service, ou bien même qui sont véhiculés, qui sont propres, qui arrivent dans un chantier, il ouvre sa malle, il sort son vêtement, il sort son matériel, il s'habille, il est propre, il part, il fait son travail. À 17h, 18h, il arrête, il entre dans sa voiture, il rentre chez lui. Sa femme ouvre un portail qu'il a fait à 1 million pour qu'il entre dans sa maison qu'il a construite à 25 millions. Et il vient avec ses enfants propres, tel un ingénieur en bâtiment, tel un entrepreneur, tel un médecin. Parce qu'ils sont aussi assez importants, ils sont toujours importants. On a besoin d'eux. Mais aujourd'hui, on met beaucoup plus en avant l'ingénieur, l'architecte. Alors que s'il n'y a pas ces techniciens, quelle que soit l'imagination que l'architecte ou l'ingénieur aura, rien ne pourrait être réalisé. Donc pour moi, il mérite aussi avoir un peu de considération. Un peu de considération. Et je sais que lorsqu'un technicien a la considération et qu'il est aisé dans sa vie, il est hyper créatif. Et que ces techniciens se forment aussi. Qu'ils essayent d'apprendre, d'observer, d'essayer, d'échouer, de recommencer. C'est exactement ce que je veux pour eux. Et pour nous tous. Parce que si je parviens à mettre toutes ces visions en marche, le bénéficiaire sera les clients, les promoteurs de projets, qui auront des bâtiments excellents, bien bâtis, avec des finitions parfaites. Ce qui va permettre à tous ces futurs locataires de vivre dans des maisons décentes, leur permettre de bien dormir, de bien réfléchir. Parce qu'on néglige certains détails. Par exemple, vous partez à Tradex de Coty à 23h, minuit, 1h.
Vous allez voir les motomans qui dorment sur la moto pour qu'à 6 heures, ils portent quelqu'un. Il va jeter la personne au sol. Parce qu'il n'a pas bien dormi, il a mal au corps, il est fatigué. Beaucoup de ce qui est mal fait dans d'autres secteurs d'activité peuvent être causés par la façon dont on dort, par la maison où on est, par la qualité de l'ouvrage dans lequel on vit, où on éduque nos enfants. Ce sont des choses qui influencent les êtres humains, mais que l'on néglige. Et moi, je me suis donc casé sur cet aspect-là et donné le meilleur que je peux pour améliorer ce domaine, ce secteur. Et permettre aux gens d'être à l'aise dans des maisons qui payent avec la sueur de leur front, c'est-à-dire avec l'argent qu'ils ont acquis avec la sueur de leur front. Ça, c'est ma vision. Et je sais que c'est possible. Quelles sont les actions que vous projetez mettre en place pour pouvoir aider ces techniciens à atteindre ce niveau-là? J'ai déjà commencé à poser certaines actions en réalisant des pleins-pieds dans beaucoup de villes au Cameroun, mais je n'étais pas encore présent sur les réseaux. Je ne connaissais même pas encore comment ça marchait. Et bien que j'ai eu la possibilité de les réaliser, c'était avec beaucoup de difficultés. Parce que quelque part, j'étais comme si j'étais la seule personne à penser de cette façon. Vous voyez. Et étant seul, j'ai pu le faire. Je me dis qu'à plusieurs, on peut facilement le faire. Voilà pourquoi je compte déjà sensibiliser les jeunes qui sont dans les écoles d'ingénierie, qui ne font que la théorie, de leur sensibiliser dans le sens où ils peuvent apprendre ne serait-ce qu'un métier pratique du génie civil pendant qu'ils sont en train de faire 5 ans d'études pour devenir ingénieur et peut-être travailler quelque part. Qu'ils apprennent au moins à faire un métier, comme le carrelage, la plomberie, l'électricité ou la peinture. Ce qui va les permettre de vivre et d'être compétents et surtout de faire de bonnes œuvres dans leur domaine qu'ils ont choisi. Parce que l'un des problèmes, c'est le manque. On n'a pas trop de carreleurs. Ce qui fait en sorte que quand on trouve un carreleur, on est obligé de faire ce qu'il nous impose. Parce qu'on ne sait pas où on va trouver l'autre. Et même si on trouve l'autre, ce sont les mêmes. Bon, moi, je me dis, s'il y a la masse, si on a beaucoup de jeunes qui se spécialisent dans l'un des secteurs du génie civil, dans l'un des secteurs pratiques du génie civil, ça peut créer de la concurrence et pousser certains à s'améliorer pour être incontournables sur le marché. Ça, c'est la sensibilisation. Mais ça sera accompagné d'une formation. Parce qu'on n'a pas d'institut qui forme des carreleurs professionnels en bâtiment. On n'a pas d'institut qui forme des maçons professionnels ni de plombiers. On va peut-être me parler du CETIC, mais c'est insuffisant. C'est très insuffisant pour combler le marché que l'on a aujourd'hui. Donc, je vais aussi passer par la formation pour donner à ces jeunes la connaissance de l'usage des nouvelles technologies dans le domaine du bâtiment, qui donnent des résultats plus efficients, plus beaux, plus fins. Et par ailleurs, trouver des astuces, des techniques pour permettre à tous ceux qui ont la volonté de se bâtir, d'avoir quelque chose de beau à des coûts abordables. Parce qu'on se dit toujours que celui qui a un R+1, c'est un multimillionnaire. Alors qu'on a tellement de matériaux qu'on peut utiliser pour avoir le même résultat et même plus bien. Parce que je vais peut-être dire un truc qui va choquer certaines personnes, c'est que les informations qu'on nous a données dans les écoles d'ingénierie sont des informations que nous devrons mettre sur pied pour faire tourner les industries de production de matériaux. Voilà pourquoi vous allez constater que bien que les briques de terre ont plus d'avantages que les papins, les gens ne se lancent pas dedans. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que ça ne marche pas. Parce qu'il y a tout un lobby derrière qui empêche l'évolution de ce secteur-là. Car si on utilise nous tous les briques de terre, les producteurs de ciment vont faire comment? Ils vont chuter d'office. C'est tout ça qui nous pousse à trouver des astuces, à créer des lobbies plus puissants que ceux qui sont sur place pour permettre aux autres d'avoir des beaux buildings. D'accord. Merci pour votre temps déjà. Nous arrivons à la fin. Votre histoire a été très passionnante, remplie de beaucoup d'émotions positives qui donnaient envie de pleurer, qui donnaient envie de rire. Et c'est ça tout l'intérêt d'un story time. Une période pendant laquelle vous racontez votre histoire, surtout votre histoire. Donc, tout ce que nous avons envie de dire, c'est du courage et nous vous disons à bientôt. À bientôt et merci encore.